Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Claire sur le podcast Twip pour parler du Sud avec son chien. Claire est originaire de Nice où elle y est assistante vétérinaire. Elle y vit avec ses 2 bergers créoles et connaît plutôt bien le coin. Dans cet épisode, elle y partage ses spots préférés et tous ses conseils, notamment sur la chaleur et les différents dangers pour bien profiter de la Côte d'Azur quand on a un chien. Je te souhaite une excellente écoute. Hello Claire, bienvenue sur le podcast Twip. Comment vas-tu ? Bah ça va, merci. Et toi ? Ça va super bien. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui pour parler de la Côte d'Azur avec son chien. On en a déjà parlé dans un précédent épisode, mais on va pas être vraiment sur la même partie du Sud, ni sur les mêmes thématiques d'activité, etc. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Du coup, moi c'est Claire, j'ai 29 ans, je suis assistante véto. Et je suis en couple avec Alex, qui a 28 ans, qui est coach sportif. On a toujours vécu sur la Côte d'Azur, donc nous, on est surtout autour de Nice. Et du coup, on a 2 chiens, Mocha et Chino, qui viennent de La Réunion. Ok, on est resté sur la même thématique du coup au niveau des prénoms. Tu peux nous les décrire un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors, Mocha, c'est ce qu'on appelle du coup un Royal Bourbon. Comment dire, c'est un peu décroisé, mais c'est vrai qu'ils ont un peu un aspect... en général, on les reconnaît bien, les chiens qui viennent de La Réunion. Elle a du coup maintenant 4 ans. On l'a adoptée, c'était en 2020, l'été 2020. Et voilà, elle avait 1 an et demi et elle était arrivée en métropole avec un chiot. Elle avait une fille, qu'on l'a adoptée donc sans sa fille par contre. Et Chino, lui, donc pareil, il vient de La Réunion, mais on l'a adopté, il avait 7 mois. Lui, c'est un croisé griffon, on va dire, mais petit gabarit. Il fait 11 kilos. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'adopter des chiens de La Réunion ? Alors, les chiens de La Réunion, c'était pas vraiment prévu qu'on adopte spécifiquement un chien de La Réunion. On voulait adopter un chien, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'on était plus parti sur un type croisé berger, voilà, pas spécialement de La Réunion. Et en fait, moi, c'est en traînant sur les réseaux, donc là c'était sur Facebook. Je suis pas mal d'associations, pas forcément que des chiens de La Réunion, mais beaucoup d'associations qui récupèrent les chiens. Et en fait, on a vu l'annonce de Mocha et on a craqué. C'est vrai qu'à la base, on voulait pas un chien, par exemple, à poil court, comme Mocha. Et puis voilà, c'est juste parce qu'on avait des préférences. Et puis en fait, c'est pas du tout l'idée qu'on s'était fait du chien qu'on voulait adopter, mais coup de cœur. Trop bien, c'est rigolo, on a un peu la même histoire du coup avec Floki et de son adoption, je dirais à suivre toutes les assos possibles et imaginables et tac, il y a un jour où tu tombes sur ton chien à toi quoi. Oui, c'est ça. Floki, clairement, nous aussi on aurait pu craquer sur Floki, il est trop mignon. Tout le monde aurait pu craquer sur Floki. Mais pareil, tu vois, ils avaient annoncé un chien de, je sais plus, 30-40 kilos, enfin tu vois, un gros chien. On voulait pas du tout un gros chien, on voulait plutôt une femelle, c'était un mâle. Enfin, sur le papier, il y a rien qui matchait et pourtant... Enfin, tu vois, en termes de caractère, par rapport à notre mode de vie, enfin, il était parfait. Et l'association nous a vachement bien suivis là-dessus, tu vois. Ils faisaient super gaffe à ce que tu recherchais, tu vois, en termes de caractère, etc., à ton mode de vie. Et ils ont été ultra transparents là-dessus et ça, c'était chouette. Je sais pas si tu as eu la même expérience. Oui, les associations, c'est un avantage, c'est qu'ils trient, ils sont vachement sélectifs. Donc, il y a souvent un questionnaire à remplir pour savoir justement le mode de vie que le chien va avoir. Et aussi, nous, ils sont venus visiter aussi notre maison. Voilà, alors, je pense peut-être pas toutes les associations viennent chez nous visiter, mais là, du coup, c'était le cas. Et c'est vrai que c'est hyper stressant, hein, par contre, parce que clairement, on se fait juger, enfin, voilà, examiner dans tous les sens. Donc, c'est très stressant et il faut pouvoir aussi se remettre en question. Parce que, par exemple, nous, quand l'association est venue, elle nous avait dit que par rapport aux extérieurs, c'était pas assez bien sécurisé, que le chien pouvait s'échapper. Et surtout, les chiens qui viennent de La Réunion, un peu tous les chiens récupérés, hein, adoptés, on sait pas trop leur passé, ils sont souvent un peu déboussolés et ils peuvent avoir envie de fuguer, quoi, de s'échapper parce qu'ils savent pas que maintenant c'est ici chez eux. Et donc du coup voilà, on a fait des réajustements comme ça par rapport aux clôtures de l'extérieur, des choses comme ça. Il y a un délai assez long, voilà, qui fait qu'ils vont nous choisir ou pas, plusieurs appels, voilà, c'est assez, c'est vraiment une candidature, voilà, c'est
C'est assez long, ouais, et stressant, parce que du coup, nous, on voulait absolument Moka, Oui, tu te projettes et assez voilà, et vite. c'était pas sûr. Oui, c'est ça. Et on était un peu en concurrence avec une autre famille qui avait un mode de vie totalement différent. Et finalement, ils nous ont choisi, heureusement. Est-ce que l'accueil de tes deux loulous s'est bien passé? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Parce que comme tu le disais, il y a certains chiens qui vont être un peu perdus et se dire qu'est-ce que je fais là? Surtout s'ils ont eu plusieurs familles d'accueil, par exemple. Comment ça s'est passé de ton côté? Alors, ça s'est super bien passé dans les deux cas. Comme Moka et Chino étaient vraiment assez calmes, tout de suite, il faut en général mettre les bases. Donc voilà, si le chien, on veut qu'il dorme dans le salon, on va pas le prendre avec nous le premier soir dans le lit, par exemple, parce que sinon le chien il va rien comprendre. Donc de suite, elle a trouvé sa place, on lui a montré sa place. Elle avait l'air, nous on l'a trouvée assez bien, parce que justement, elle était toujours avec sa fille à ce moment-là, sa fille qui avait du coup, je me souviens plus, peut-être 7-8 mois. Et comme Moka, elle a été maman assez jeune, elle a dû avoir sa première portée voilà, entre 6 mois et 1 an. Bah, par exemple, quand Moka se faisait caresser, elle venait toujours s'interposer, Moka lui disait absolument rien, sa fille finissait sa gamelle, enfin voilà. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression que quand Moka était du coup seule, que vraiment elle revivait un petit peu. Elle reprenait Qu'elle sa était un place. peu tranquille. Ouais, voilà. Vraiment, elle était calme, elle était apaisée. Voilà. Vraiment, ça s'est super bien passé. Et sa fille, elle a été adoptée du coup par une autre famille. Et voilà. Mais après, Moka, c'est vrai que soit c'est parce qu'elle était trop jeune et que du coup, elle a pas. Comment dire? Normalement, la maman, voilà, elle apprend à sa fille ce qu'elle doit faire ou pas faire. Donc soit c'est qu'elle était trop jeune, elle a pas su lui apprendre, soit c'est que c'était une maman très cool, très permissive et voilà, on saura pas. Mais du coup, c'est vrai que quand elle est arrivée à la maison, elle était très calme. Et Chino, lui, ça a été un peu plus compliqué parce que Chino, il a été récupéré à La Réunion, il avait 4 mois et nous, on l'a adopté à 7 mois. Et en fait, il a eu une seule famille d'accueil qui était ici en métropole. Elle était, comment dire, la famille d'accueil était assez permissive. Elle laissait pas mal de choses faire. Et du coup, Chino avait l'habitude d'avoir toujours l'attention qu'il voulait, quand il voulait. Voilà, monter sur le canapé quand il voulait, des choses comme ça. Et du coup, ça a été assez... ça a pris plusieurs mois, mais bon, après ça, c'est normal. De lui apprendre que du coup, le soir, par exemple, quand il est 21h, on joue pas forcément. C'est le moment d'aller se coucher, donc il faut qu'il reste couché dans son panier, et voilà, c'est le temps calme. Et voilà, c'est vrai qu'il était beaucoup en demande au début. Il savait pas trop se poser, il savait pas trop où était sa place. Quand on mangeait, il venait toujours nous réclamer. Quand on était devant la télé, il se posait devant la télé pour avoir de l'attention. Voilà, donc ça, c'était juste des habitudes qu'il fallait lui réapprendre. Ça a été un peu plus compliqué que mon cas, mais c'est vraiment pas grand-chose, quoi. C'est des réajustements un peu classiques, quoi, quand on adopte un chien. Oui, forcément. Après, ils ont leur caractère, leurs habitudes aussi, et donc faut réussir à ce que ça soit en phase aussi avec toute la famille au global. Oui, voilà, c'est ça, ouais. On est là aujourd'hui pour parler un peu plus précisément donc de la Côte d'Azur, qui est quand même une région assez touristique, où en tout cas beaucoup de monde a envie d'aller. Est-ce que tu ne peux nous dire un peu plus d'où t'es et commencer vers chez toi? Alors nous, on est autour de Nice, donc entre Nice et Menton. Donc on est vraiment proche de la frontière italienne. C'est, comment dire, c'est très urbanisé sur le littoral. Tout le bord de mer, en fait, c'est vraiment la ville. Il n'y a pas beaucoup d'espace naturel, à part les petits sentiers du littoral où on peut se balader. Mais c'est beaucoup de ville. Et après, si on veut plus de nature, par contre, c'est assez facile d'y aller, puisqu'il faut entre 15 et 30 minutes pour arriver sur les hauteurs et avoir vraiment la nature, quoi. Donc c'est assez facile après pour balader les chiens. Mais sinon, c'est vrai que entre Menton et Nice, voilà, c'est la ville. Et après, il y a des petits villages aussi, Villefranche-sur-Mer, S-Village, des choses comme ça, des petits villages de la Côte d'Azur qui sont très sympas à visiter d'ailleurs, mais ça reste en effet très touristique. Et donc là, ça y est, la saison a commencé, on est début juin et ça y est, là, les touristes sont arrivés. Ok, et justement quand tu parles de saison, pour toi ça serait quand la meilleure période pour venir visiter la Côte d'Azur? Alors en fait, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut, parce que par exemple, si on veut qu'il fasse pas trop chaud, qu'on puisse faire des activités sans qu'il y ait trop de monde, des choses comme ça, il faut éviter de venir en été. Parce que clairement, l'été, il fait très très chaud. La journée, c'est compliqué de faire des activités, ou alors ça va être des activités vraiment dans l'eau.
Donc plage, baignade. Après, si on recherche du coup ça, le soleil, la plage, la chaleur, bah l'été c'est la meilleure saison. Mais voilà, en contrepartie, il va y avoir vraiment beaucoup de monde. Pour accéder aux plages, c'est un peu galère. Pour se garer, par exemple, il faut des fois venir tôt pour aller à la plage et trouver une place. C'est vrai que dans certaines régions, quand on veut aller à un endroit, on ne pense pas forcément à où on va se garer, comment on va faire pour la voiture et tout. Ici, il faut vraiment y penser. C'est vraiment une organisation de savoir où on va se garer, est-ce que le parking va être payant, combien on va payer, parce que si vous restez la journée, ça peut vous coûter entre 20 et 30 euros, enfin voilà. Ok, des informations à connaître avant d'y aller. On peut peut-être partir un peu comme ça sur les saisons, vu que visiblement, il peut y avoir des activités différentes. Admettons qu'une personne veuille venir donc plutôt en été, profiter des plages par exemple. On en trouve assez facilement des plages accessibles aux chiens vers chez toi? Alors, il y en a quelques-unes, des plages accessibles aux chiens. Il y en a une à Menton, il y en a, je crois, une ou deux à Nice. Voilà, après, au niveau plage, il faut regarder, il faut bien se renseigner sur les villes à chaque fois quand on veut y aller. Je connais pas toutes les plages autorisées aux chiens. Nous, c'est pas un endroit qu'on fréquente beaucoup. Déjà, nous, l'été, on fuit la plage parce qu'il y a trop de monde et il fait trop chaud. Donc, voilà, et du coup, on en profite pour aller à la plage hors saison, donc vraiment l'hiver, où il n'y a personne et on peut aller sur les plages qui ne sont pas autorisées aux chiens. En général, là, c'est plus toléré parce que forcément, il n'y a personne. Mais il faut bien regarder parce qu'en effet, il y a des plages autorisées aux chiens. Bon, il faut que le chien il soit OK chien, par contre, parce que du coup, il va y avoir vraiment tous les chiens qui vont aller à cette plage-là, quoi. Après, pour les trouver sur l'application Twip, il y en a quand même pas mal de référencés vers chez toi, au cas où. Si vous voulez aller voir les plages dans ce coin-là. Donc tu parlais d'autres activités que toi tu préfères faire, donc plutôt un peu plus dans les terres, un peu plus en hauteur. Tu peux nous dire justement ce que tu aimes faire, toi, vers chez toi? Oui, alors nous, on est beaucoup randonnée. On fait beaucoup de randonnées tous les week-ends, on part, on fait des randonnées. Ça peut être du coup sur les hauteurs directement au-dessus de Menton, au-dessus de Nice. Donc on a des randonnées pas mal à faire vers Peille, vers Sainte-Agnès. Ça, c'est des petits villages de montagne. Pareil, pour aller visiter, c'est vachement sympa. C'est des petits villages en pierre, c'est joli. Et il y a pas mal de randonnées à faire. Donc ça, c'est des randonnées qu'on fait nous un peu toutes les semaines, voilà, sans aller trop loin en fait, parce que c'est vraiment à 15 minutes de la maison. Et après, sinon, quand on veut aller un petit peu plus loin, on a les montagnes à 1 heure et demie de route. Après, il faut juste faire attention si on veut aller vraiment en haute montagne avec son chien, parce qu'il y a le parc du Mercantour, qui est pas loin de chez nous, pas loin de Nice, du coup. Et du coup, les chiens sont interdits dans le cœur du parc du Mercantour. Ils sont autorisés dans les communes adhérentes, on va dire, mais vraiment dans le cœur du parc, c'est interdit. Donc ça, il faut bien aller regarder où se situent les limites du cœur du parc. Mais bon, il y a largement de quoi faire. Voilà, franchement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de randonnées à faire dans la région. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément parce qu'on se dit tout de suite c'est la ville. Voilà, ça, c'est assez urbanisé, c'est vrai. Mais finalement, on arrive assez facilement dans les hauteurs et on peut vraiment bien balader. Il y a pas mal de balades à faire. Est-ce que tu aurais ton top 3 par exemple de rando? Il y a une balade sympa qui est sur les hauteurs de Menton, où justement il y a plusieurs niveaux de difficulté. Et donc la première, c'est le plan du Lion, et on a une vue magnifique en fait sur Menton, toutes les montagnes. Si c'est bien dégagé, on peut voir jusque les montagnes du Var, donc l'Estérel. On peut faire des bivouacs aussi là-bas. Le coucher de soleil ou le lever de soleil, c'est vraiment magnifique. Il faut juste faire attention, des fois il y a des troupeaux de moutons, donc avec les chiens de berger, tout ça. Mais voilà, ils sont pas forcément là où on veut aller, mais c'est possible de les rencontrer, donc faut faire attention. Donc le plan du Lion, et en fonction de notre niveau de randonnée, donc là pour le plan du Lion, il y a à peu près 1 heure de montée. Ça monte pas mal, mais bon, il faut y aller doucement, ça se fait largement. Et après, si on veut encore continuer plus haut, on peut continuer et aller au Roc d'Orméa. Là par contre, c'est un peu plus difficile, ça monte. Il y a 800 mètres de dénivelé et ça monte, c'est assez costaud. Mais on a une vue magnifique, du coup, d'encore plus haut. Et là, on voit par contre côté Italie aussi, donc tout le littoral, le bord de mer côté Italie, et pareil jusque dans le Var. Et on voit les montagnes aussi du Mercantour. Donc celle-là, elle est vraiment pas mal et accessible du coup en fonction de notre niveau. Une balade qui est sympa, enfin là, c'est une randonnée du coup qui est bien avec les chiens, qui est autorisée aux chiens. C'est le lac des Mille Fonds. C'est dans la montagne, c'est à partir de Val-de-Blore, donc il y a 1 heure et demie de route à partir de Nice. Et là, il y a plusieurs lacs en fait. Il y a une rando, il y a une boucle à faire
où il y a plusieurs lacs, donc on a une super vue, et on peut monter même jusqu'au mont Pépoiri, où là on a encore pareil une vue encore plus à 360 degrés. Ça monte plus forcément, mais bon, c'est en fonction du niveau de chacun. Et là, pareil, il peut y avoir des moutons avec des chiens de berger, donc voilà, faire attention. Ça fait partie des plus belles balades, je pense, accessibles aux chiens, parce qu'après, sinon, on arrive vite dans le cœur du parc du Mercantour, donc on est un peu limité, mais il faut chercher, il y a plein de choses à faire. Après, en balade, petite balade à faire, du coup, sans aller trop loin, on a le fort de la Revère, qui est au-dessus de Èze. Et ça, c'est sympa, c'est une balade familiale, donc il n'y a pas besoin d'avoir un grand niveau de randonnée. Il y a plusieurs chemins, en fait, donc on peut vraiment choisir son niveau de difficulté. Il y a un parking où on peut juste se garer, par exemple, il y a des tables pour pique-niquer, donc voilà, si on veut juste faire ça, c'est possible. Ou si on veut se faire une balade de plusieurs kilomètres, c'est possible aussi, il y a une boucle à faire. On a une super vue, en fait, de Èze-Village. Donc on voit le Èze-Village qui est un peu perché, en fait, c'est sur un rocher, et avec la mer derrière, et on voit le Cap Ferrat, en fait, derrière. Donc on a une super vue du village et de la mer derrière. Et si on continue plus loin, on a une vue sur le village de la Turbie. Et après, si on continue, on fait le tour, on a une vue pareil sur les montagnes derrière. Donc voilà, c'est une balade qui peut être familiale, mais qui a une super vue. Trop bien, ça donne envie d'y aller en tout cas. Et c'est vers chez toi aussi qu'on peut voir les champs de lavande, les choses comme ça? Alors ça, c'est un peu plus loin. Les champs de lavande, il faut aller vers le lac de Sainte-Croix et Valençol, le plateau de Valençol. La saison des lavandes, ça va être bientôt. D'ailleurs, en général, c'est à partir de mi-juin jusqu'à fin juillet. Le mieux pour voir vraiment les belles lavandes bien fleuries, c'est juillet. Et là, on est à combien de temps de Nice? Là, on est à 2 heures de Nice. Ok, ouais, c'est un peu plus haut quand même. C'est un peu plus loin, ouais. Après, si c'est pour y passer la journée, c'est faisable. Nous, on l'a déjà fait. Mais pareil, c'est très touristique. En plein juillet, il fait très chaud. Voilà, mais c'est à faire. Il y a le lac du coup de Sainte-Croix pour se baigner et tout. C'est vachement sympa. Et c'est autorisé aux chiens aussi de visiter les champs de lavande? Oui, alors en fait, les champs de lavande, c'est un espace libre en fait. C'est vraiment au bord de la route. Il y a tous les champs de lavande. Et souvent, on voit des voitures arrêtées sur le bas-côté, vraiment près des champs de lavande, parce que les gens s'arrêtent pour prendre des photos. Donc, il faut faire attention. Les champs de lavande, ça appartient à des agriculteurs. Donc, voilà, il ne faut pas cueillir les champs de lavande, il ne faut pas les endommager. Enfin, voilà, ça paraît assez logique. Parce qu'en fait, si vous y allez, on voit vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui s'arrêtent. Et donc, du coup, tout le bas-côté, c'est des gens qui s'arrêtent juste pour prendre leurs photos, en fait. Peut-être cueillir des lavandes et après ils repartent. Et en fait, ça peut être assez dangereux parce que ils font n'importe quoi en fait. Ils sont là vraiment pour leurs photos, comme c'est un site vraiment très photogénique, hein, voilà. Très instagrammable, comme on dit. Il faut vraiment faire attention voilà, à ces gens-là. Si on voit ça, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin peut-être et se trouver un coin tranquille. Voilà, parce que vraiment, des fois, il y a des cars entiers de touristes qui s'arrêtent sur la route pour que les gens descendent et prennent leurs photos et repartent. Ok. En tout cas, de tous les spots dont tu as parlé aujourd'hui, ça me donne vraiment une autre vision un peu du sud où, enfin, moi je connais pas vraiment cette région où je me disais bon bah voilà, enfin tu y vas, tu chilles à la plage toute la journée et au final à moins de 2 heures, t'as quand même une variété de paysages et d'activités assez folles, j'ai l'impression. Ah oui, non franchement il y a plein de choses à faire. Il y a la plage c'est sûr, donc les randos, il y a aussi des rivières, il y a pas mal de petites rivières à aller voir. Il faut chercher un petit peu les coins. Je donnerai pas mes coins, désolée. Parce que c'est vraiment des petites rivières où on peut avoir des lawns, donc des trous d'eau avec des cascades magnifiques. Voilà, il faut un petit peu chercher, mais on trouve justement les coins sur Internet, puisque nous, on voit de plus en plus de monde justement arriver dans nos coins. Et donc la rivière, ouais, c'est vachement sympa. L'eau, elle est plus fraîche, donc voilà, ça fait du bien aussi quand il fait chaud. Et après, il y a les lacs. Alors après, les lacs, pour avoir accès au lac, il faut faire plus de route. Donc le lac de Sainte-Croix qui est à 2 heures. Et sinon, à 45 minutes de Nice, il y a le lac de Saint-Cassien. Qui est sympa aussi à faire. Il est un peu moins joli que le lac de Sainte-Croix, mais c'est super bien aussi avec les chiens. Nous, on y va aussi pour faire du kayak là-bas. Donc, on a notre propre kayak. Comme ça, on se met où on veut, on part d'où on veut. Et voilà, on navigue sur le lac et on se pose à un endroit
où on évite le monde, hein, encore une fois, parce qu'à l'été, il y a du monde. Il y a plusieurs endroits où on peut louer des pédalos. Donc, il y a beaucoup de familles avec leurs enfants. Il me semble que les chiens sont acceptés sur les pédalos. C'est sûr même, parce que mes parents l'ont fait avec leurs chiens. Voilà, faut bien se renseigner, parce que des fois, ça peut changer en fonction des années. Mais on peut louer un pédalo avec son chien et voilà, se balader sur le lac de Saint-Gatien, c'est sympa. Du coup, à partir de Menton, Menton, ici, c'est ce qu'on appelle la ville des vieux. Menton, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées à Menton. C'est pas une ville qui est, comment dire, très dynamique. Donc c'est vrai que les jeunes, ils préfèrent sortir à Nice, des choses comme ça. Mais quand même, Menton, moi je trouve que c'est vraiment une ville très jolie. Franchement, à visiter, elle est vraiment sympa. Il y a la piétonne, donc c'est un peu la vieille ville, où on a plein de jolis commerces, où on peut acheter les spécialités du coin. Donc, Menton, c'est la ville du citron, donc vous trouverez plein de choses sur le citron. Il y a une promenade à faire sur le bord de mer, en fait, à partir de Menton jusqu'à Roquebrune. Donc ça, c'est tout le bord de mer. Et après, à Roquebrune, on peut rejoindre le sentier du littoral, qui fait le tour du cap, en fait, de Roquebrune-Cap-Martin. Et voilà, bon, ça, c'est une balade vachement sympa à faire. Comme ça, vous pouvez voir la ville de Menton, les plages. Enfin, voilà, c'est assez sympa. Après, un peu plus loin, on a Beaulieu et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Saint-Jean-Cap-Ferrat, en général, c'est sympa de se balader sur le cap. Il y a, pareil, un sentier du littoral à faire qui fait le tour du cap. Le kayak est sympa aussi à faire de ce côté-là avec les chiens, parce qu'on peut arriver à se trouver des petits endroits où se poser. Et après, des fois aussi, souvent, il y en a, ils baladent vraiment à l'intérieur du cap, parce que c'est là qu'on voit un peu toutes les villas, des gens qui ont un petit peu d'argent. Il y a des belles villas à regarder. Après, voilà, ça dépend du centre d'intérêt de chacun. Mais voilà, Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est vrai que c'est pas mal à faire. Après, il y a le Villefranche-sur-Mer. Oui, c'est un village. Et du coup, le centre, pareil, il est assez sympa à visiter. Ça fait un peu vieux village, en fait. Donc, c'est joli. Il y a beaucoup de restaurants où on peut manger, en fait, sur le bord de mer. Après, plage, là, je crois que ça a évité avec les chiens. Il me semble que les chiens sont pas autorisés. Mais en tout cas, pour faire une balade, voilà, c'est sympa aussi. Et après, on a S-Village, j'en parlais tout à l'heure. S-Village, c'est sympa, c'est un joli village. Pareil, un peu ancien, provençal, en pierre, c'est joli. Et il y a le jardin exotique, en fait, à visiter, où les chiens sont autorisés. Donc, c'est un jardin exotique, hein, avec des plantes, tout ça. Mais on a une vue magnifique, en fait, de l'autre côté sur la mer et le littoral. Après, il y a un endroit pas mal à La Turbie. La Turbie, c'est un petit village aussi. Ça s'appelle la Tête de Chien. C'est un endroit, en fait, où on est au-dessus de Monaco. Donc, on a vu sur Monaco et jusque sur Nice, en fait, au-dessus de Nice. Et ça, c'est un endroit souvent où les gens se posent au coucher de soleil, en fait, pour faire apéro, manger des pizzas là-bas. C'est vraiment sympa. On a un super coucher de soleil, en fait, sur ce point de vue-là, s'il fait beau, comme d'habitude. Et après, un peu plus loin aussi, il y a Cannes-sur-Mer à visiter, c'est pas mal. Le littoral de Cannes-sur-Mer, il est assez sympa, et il y a pas mal de restos aussi où on peut se poser. Et là-bas, il y a un parc qui est autorisé aux chiens, qui est assez sympa. Là pour nous, clairement, humain, il n'y a rien à voir de particulier, mais pour le chien, c'est super si on a besoin de le faire se dépenser, parce que c'est un immense parc, c'est le parc de Vaugrenier, où les chiens sont autorisés, mais en fait, tout est autorisé là-bas. Donc, il faut faire attention, il y a des coureurs, des vélos, des pique-niques, des enfants, faut faire attention en fonction de son chien, mais les chiens sont autorisés et sans laisse, hein. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment un super parc où on peut faire un joli tour de 1 heure, 2 heures, si le chien a besoin de se dépenser. Et en général, il y a de l'eau aussi, et un petit cours d'eau pour rafraîchir le chien, si c'est pas à sec l'été, ça dépend. Après, sur Cannes-sur-Mer, on a la Siagne, qui est un cours d'eau qui arrive, qui se jette dans la mer aussi. Et il y a une petite balade, en fait, qui remonte le long de la Siagne. Et c'est assez fréquenté par les chiens aussi. C'est une balade souvent que les gens, vu qu'ils sont en ville avec leurs chiens, c'est une balade qu'ils font assez régulièrement, parce que on est vite dans la nature alors qu'on est en plein centre-ville, en fait.
c'est assez bizarre. Ok, trop bien. Et justement, là, vu que tu nous parles un petit peu plus des villes et des villages, je sais que Nice a souvent eu le prix de la ville dog friendly. Je sais pas si toi tu connais bien Nice, mais est-ce que, enfin voilà, toi t'es plutôt d'accord avec ça? Il y a plein de choses à faire dans cette ville. Alors Nice, en tant que touriste, je pense que c'est une très belle ville, oui. Après, en tant que... voilà, moi, Nice, c'est pas ma ville préférée, mais c'est vrai qu'il y a quand même il y a une balade quand même assez sympa à faire qui part du vieux port de Nice. On passe par la place Garibaldi, on descend le long de la coulée verte. C'est un espace vert qu'ils ont aménagé. Donc là, pareil, hein, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de chiens, beaucoup de monde, voilà, mais c'est assez sympa parce que c'est vert. Bon, par contre, le chien doit être tenu en laisse. Il y a aussi des petits jets d'eau. Souvent, il y a les enfants et les chiens aussi, des fois, qui jouent dedans. Et donc, après, quand on descend, on arrive donc place Masséna. C'est une jolie place. On a l'avenue Jean Médecin où il y a tous les commerces. Là, pour les chiens, je pense que c'est un peu difficile parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est pour faire les magasins. Donc, bon, pour les chiens, je pense que c'est quand même à éviter. Mais si on descend encore, on arrive sur la promenade des Anglais où là on a la mer, la promenade des Anglais, c'est sympa, hein, c'est joli, on voit tout Nice, il y a les plages, c'est joli. Et après c'est bien, je pense, de remonter le long pour arriver au château justement de Nice. Donc là il y a pas mal d'escaliers à monter. Je pense l'été, ça doit être chaud parce que ça fait que monter en escalier en fait, donc avec la chaleur. Mais sinon, ouais, le château Nice, c'est sympa. Et on a une vue justement sur Nice, parce qu'on est sur les hauteurs. Et on voit Nice d'en haut, quoi. Et après, je sais qu'il y a pas mal de parcs où les chiens sont autorisés dans Nice. Donc moi, je connais le parc d'Estiendorf, mais j'en connais pas d'autres. Les parcs de Nice, pour le coup, sont tous référencés sur l'application. C'est justement la ville qui nous les avait envoyés. Donc à ce niveau-là, il y a tout dessus. Ah bah voilà, super. Non, mais après, c'est vrai que c'est une ville sympa à visiter. Il y a le vieux Nice à visiter, c'est sympa, hein. Il y a plein de restos pour se poser et tout. Le marché du Cours Aléa, c'est un marché provençal où on a voilà, tous les produits du coin. Et j'aurais bien aimé aussi qu'on fasse un peu un point sur les dangers fréquents, entre guillemets, sur la Côte d'Azur et notamment la chaleur. Sachant qu'en plus, tu es assistante vétérinaire, je pense que tu es parfaitement placée pour nous parler de ça. Si on commence par la chaleur, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, qui auraient envie de venir sur la Côte d'Azur ou même un peu partout en France, parce qu'en soi, maintenant, la chaleur, je pense qu'elle nous touche tous. Des conseils à donner sur voilà, comment prévenir un coup de chaud, comment le voir et quelles choses qu'on peut mettre en place. Alors du coup, oui, la chaleur, c'est vrai que maintenant c'est un peu partout en France. Alors le problème des chiens qui sont pas forcément habitués et qui viennent donc par exemple sur la Côte d'Azur, c'est que si on vient d'un endroit où il peut faire chaud, mais peut-être pas de la même façon. Ici c'est une chaleur vraiment humide. Ou si le chien est pas du tout habitué à ce genre de chaleur-là, en fait souvent ça va lui faire un petit peu un choc. Il faut qu'il ait un petit temps d'adaptation. Donc c'est vrai que les coups de chaleur c'est assez fréquent sur les chiens, justement, des touristes. Nous, on en voit, tous les étés, on en voit à mon boulot. Donc, le coup de chaleur, en fait, c'est le chien qui, en fait, n'arrive pas à réguler sa température corporelle. Parce que le chien, déjà, de base, il a beaucoup de difficultés à réguler sa température corporelle, plus de difficultés que nous. Donc, lui, pour réguler sa température corporelle, il va allaiter, donc respirer très, très fort. Et il va transpirer, mais lui, il transpire des coussinets, en fait. Donc, voilà, il transpire pas du corps comme nous. Nous, quand on a chaud, on peut être trempé. Et c'est notre manière d'évacuer la chaleur. Mais le chien, lui, malheureusement, il peut que halter et transpirer des coussinets. Donc, du coup, il peut monter en température assez facilement. Le cas classique, mais en général, les bons propriétaires de chiens vont l'éviter, mais le cas classique quand même, c'est le chien qui reste dans la voiture, même 5 minutes, hein, c'est pas possible. L'été, il fait plus de 30 degrés. Clairement, dans la voiture, on peut vite monter à plus de 50 degrés en, je sais pas, 20 minutes par exemple. Donc, c'est pas possible. Même si on laisse un petit espace pour respirer au chien, on le voit de toute façon, nous, quand on rentre dans la voiture qui est égarée même à l'ombre, c'est pas respirable en fait à l'intérieur. Donc on peut pas laisser son chien même quelques minutes dans la voiture. Ça c'est vraiment à pas faire. Je l'ai vu encore là, là on était en vacances même on était en vacances dans les Alpes et on était dans un endroit où il faisait déjà 25-28 degrés. Et un chien enfermé dans le coffre.
Donc on a dû appeler voilà, la gendarmerie pour qu'ils se déplacent parce que bon, c'est vrai que maintenant, avant, on n'avait pas le droit en fait d'ouvrir nous-mêmes la voiture si on voit un animal en détresse parce qu'on pouvait risquer des poursuites forcément. Là, ça vient de changer, il me semble. On a le droit si on voit vraiment l'animal en détresse qui est sur le point de mourir, parce que clairement l'animal peut mourir, il me semble qu'on a le droit maintenant d'essayer voilà, d'ouvrir la porte, peut-être pas de casser la vitre, mais essayer de faire quelque chose. Voilà, mais en tout cas, le mieux, c'est quand même de toujours se couvrir en appelant la police ou la gendarmerie. Voilà. Comme ça, vous essayez de faire les choses au mieux pour pas avoir des problèmes, parce que le pire, c'est que le propriétaire du chien est quand même en tort, mais voilà, si vous cassez sa voiture, vous pouvez peut-être avoir des problèmes. Donc c'est vrai que ça à éviter. Coup de chaleur classique, c'est le chien laissé dans la voiture, donc même quelques minutes. Et après, sinon, aussi, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est le chien qui va faire une activité physique alors qu'il fait très chaud. En plus, on s'en rend pas forcément compte parce que le chien, quand il court, par exemple, il respire fort, mais en fait, la température corporelle du chien, elle est en train d'augmenter et il est en train de faire un coup de chaleur. Donc, on s'en rend compte quand souvent il va être assez haut. Donc c'est un chien qui va plus pouvoir marcher, par exemple. Il va respirer très très fort, il va baver. Il peut avoir aussi la langue et les muqueuses de la bouche un peu violacées parce qu'en fait, il cherche un peu son air. Il peut y avoir des vomissements aussi sur des chiens qui font des coups de chaleur. Et après, bien sûr, si on s'en rend pas du tout compte et qu'on fait rien pour descendre la température du chien, le chien peut même s'évanouir et rentrer dans un espèce de coma. C'est vraiment un stade d'un coup de chaleur très très avancé. Ok. Et à partir de ce moment, si je vois ça, qu'est-ce que je fais ? Alors, si on voit ça, il faut essayer donc de refroidir le chien. Il faut faire attention, des fois c'est un peu un piège, il faut pas essayer de le refroidir trop vite, parce que sinon ça peut faire un choc en fait au niveau de l'organisme. Donc il faut pas le jeter dans un bac de glaçons. Alors du coup, pour faire baisser la température du chien sans créer un choc, donc il faut mouiller le chien, mais avec une eau pas glacée quoi. Avec de l'eau froide, ça suffit. Voilà. Le mettre à l'ombre, bien sûr. Lui donner un petit peu à boire, l'eau pareil, pas trop froide, un petit peu à boire mais pas trop, il faut pas le laisser se gaver d'eau parce que il peut vomir après, et surtout le mouiller et attendre qu'il redescende doucement en température, ça peut prendre plusieurs minutes, enfin il faut que ça prenne plusieurs minutes, il faut pas que ce soit radical, donc en général ça prend à peu près 30 minutes lorsqu'on voit que le chien il commence à aller mieux, donc respire moins fort, voilà, ça prend en général 30 minutes. Avant 30 minutes, il faut pas s'inquiéter en fait si ça prend 20-30 minutes, c'est tout à fait normal. Il faut que le corps redescende en température, donc c'est normal. Enfin, à partir de quel moment je dois me dire « Ok, là, faut que j'aille voir un vétérinaire ». Alors, avant d'aller chez le vétérinaire, il faut essayer de le refroidir déjà par nous-mêmes, en fait, là où on est. Parce qu'en fait, ça lui évitera, ça dépend si on est loin ou pas d'un cabinet vétérinaire, mais si on est à la plage et qu'après, il y a 20 minutes de voiture ou dans la voiture, il fait 30 degrés, voilà, ça va pas forcément l'aider. Donc, si on a la possibilité de refroidir son chien déjà là où on est, c'est bien. Et si ce n'est pas possible, donc il faut l'emmener chez le vétérinaire. Mais après, le vétérinaire, nous, on va faire exactement la même chose. On va mettre le chien sous l'eau et on va attendre en fait qu'il refroidisse petit à petit quoi. Donc si on peut le faire déjà là où on est, c'est déjà très bien. Après par contre voilà, si on voit que le chien il commence à rentrer dans un espèce de coma, qu'il est plus trop conscient, des choses comme ça, là il faut l'emmener rapidement chez le vétérinaire et essayer de le refroidir le plus possible en chemin. Donc ça va être une serviette froide, une serviette humide, voilà, dans la voiture, des choses comme ça. Ou l'arroser dans la voiture, tant pis, c'est que de l'eau. Enfin voilà, faut essayer le plus possible de le faire redescendre en température parce que en cas de coup de chaleur, ils peuvent monter facilement à 41, 42 degrés, c'est déjà arrivé, alors que la température du chien, elle est autour de 38. Elle est 1 degré de plus que nous. Donc voilà, déjà nous quand on a de la fièvre à 39 degrés, on n'est pas bien, donc un chien qui arrive à 42, c'est compliqué. Justement, avant d'en arriver au coup de chaleur, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour préserver son chien de la chaleur de manière globale, notamment quand on habite dans le sud en plus, j'imagine? Oui, alors ça va être éviter forcément les heures où il fait le plus chaud, donc sortir son chien tôt le matin ou tard le soir. Après, il faut savoir, des fois, sur la Côte d'Azur, même à 20h du soir, il fait encore 30 degrés.
Donc ça peut être vite compliqué de pouvoir sortir son chien. Si on n'a pas le choix de le sortir dans la journée, on peut déjà prévoir de l'eau, prévoir une activité qui est pas trop sportive, quoi. Je veux dire, le chien peut balader, mais il n'est pas obligé de courir après un vélo, par exemple. Voilà, il faut un peu adapter l'activité. Aller à la mer ou au lac, voilà, pour qu'il y ait un point d'eau, forcément, le chien, il va se rafraîchir comme nous dans l'eau. Donc voilà, s'il y a des choses à faire dans la journée et qu'on n'a pas trop le choix, ce serait avec un point d'eau, en fait, pour que le chien puisse se rafraîchir. Et faire attention à l'activité de son chien. Voilà, par exemple, certains chiens, je pense aux malinois, des choses comme ça, qui ont du mal justement à trouver leurs limites. Du coup, ça serait vraiment au maître voilà, de lui trouver sa limite. Le chien comme le malinois, par exemple, va tout donner et il va s'exciter alors que, non, c'est pas possible. Il fait 38 degrés, faut qu'il reste couché à l'ombre le plus possible, quoi. Je me demandais d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on voit pas mal ça depuis peut-être un an ou deux, tu sais, tout ce qui va être un peu glace pour les chiens, quand tu fais une préparation que tu mets au congélateur et que tu lui donnes en été pour le rafraîchir. C'est quelque chose que tu conseillerais ou pas du tout? Oui, oui, c'est possible. Après, ça dépend de chaque chien. C'est vrai qu'il y a des chiens qui vont pas du tout supporter et puis vous allez vite le voir puisqu'il il va vomir. Après, vu que c'est quelque chose, je pense, qui lèche, du coup, il va pas l'ingérer directement en fait. Et ça va pas faire comme par exemple un gros bloc de neige dans son estomac. Vu qu'il lèche tranquillement, donc du coup déjà, si c'est un lick mat par exemple, il va avoir le temps de refroidir, de se réchauffer, pardon. Voilà, quand il lèche, du coup, il peut pas l'ingérer directement. Donc, normalement, ça devrait pas poser de problème, sauf sur les chiens un peu sensibles au niveau de l'estomac. Mais c'est pas mal. Est-ce que ça rafraîchit le chien? Je pense que c'est un peu comme nous avec les glaces. Et nous, quand on a trop chaud, des fois, au contraire, de boire du thé. Parce que justement, si on prend de la glace, l'écart de température entre le froid de la glace et la chaleur de l'extérieur, en fait, ça va pas vraiment nous rafraîchir. On va avoir l'impression que oui, mais en fait, non. Alors après, on va pas aller donner du thé à son chien, hein, c'est pas la peine. Mais, c'est vrai que ça fait du bien au chien, je pense. Mais de là à dire vraiment que ça le rafraîchit, je suis pas sûre. Un peu comme nous, une glace, hein, franchement. La glace, ça fait du bien, mais ça rafraîchit pas trop. Après, ça peut être une option d'occupation, justement, quand tu peux moins le faire jouer à fond, etc., parce qu'il fait trop chaud. Ah oui, carrément. Ouais, par contre, au niveau occupation, la mastication, tout ça, ça c'est vraiment bien, hein. Ça, c'est... Il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on peut privilégier ça la journée, le sortir le matin le plus tôt possible, hein, parce que même les matins, des fois à 9h, pareil, l'été, il fait déjà 30 degrés à 9h, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, après, ouais, les occupations comme ça, la journée, c'est bien, hein. Ok. Et j'avais entendu dire aussi que c'était bien de refroidir les chiens par les coussinets. Justement, tu disais qu'ils transpiraient par les coussinets. Et on m'a déjà dit que, de mettre de l'eau particulièrement sur les pattes, etc., ça aidait vraiment à rafraîchir le chien. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, oui. Les pattes, c'est le mieux. Si on a une baignoire ou quoi, on met le chien dedans, comme ça, les pattes, voilà, elles sont dans l'eau directement. L'intérieur des cuisses aussi. Et après, tout ce qui va être museau, oreille, en fait, c'est un peu les extrémités, quoi, finalement. Un peu comme nous, voilà, la tête, les mains, les pieds, c'est les extrémités qui perdent le plus de chaleur. Donc là, si on peut le refroidir, pareil, par les extrémités, c'est le mieux. Et l'intérieur des cuisses aussi, ça marche bien. Ok. Tu m'avais dit, quand on s'est appelé avant pour enregistrer cet épisode, qu'il y avait d'autres dangers sur la Côte d'Azur. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les dangers les plus fréquents qu'on peut rencontrer? Oui, alors sur la Côte d'Azur, l'été, on va retrouver une maladie qui s'appelle la leishmaniose. C'est en fait un parasite. Alors souvent on dit que c'est le moustique parce que c'est plus simple, mais en fait c'est un phlébotome qui transmet cette maladie-là et c'est dans la famille des moucherons en fait. Et en fait, ça pique, ça vient piquer le chien, ou même nous d'ailleurs, hein, c'est une maladie qu'on peut attraper nous aussi. Donc c'est pour ça on dit souvent que c'est le moustique qui transmet la leishmaniose parce que ça ressemble à un petit moustique et que ça pique. Donc voilà, qui transmet cette maladie-là en piquant le chien. Et c'est une maladie, une fois que le chien là, il la vit. Et surtout, c'est une maladie qui peut être mortelle. Elle se déclare en général sous 3 formes différentes. On a la forme cutanée,
Donc c'est le chien qui va avoir des lésions au niveau de la peau, il va avoir une perte de poils, il peut avoir une peau très irritée, enfin voilà, ça peut être à plusieurs stades. Il peut avoir les ongles aussi qui poussent de manière anormale. Si le chien il a jamais eu les ongles très très longs, souvent les ongles qui sont très très longs et très durs sur un gros chien, en général on n'a pas besoin de couper les griffes sur un gros chien. Les ongles qui sont très longs, ça peut être un signe aussi de leishmaniose. Donc ça avec la leishmaniose cutanée. On peut avoir aussi une leishmaniose qui est plus axée sur les articulations. Donc ça va créer des douleurs articulaires en fait. Donc ça va être un chien qui va avoir du mal à se déplacer parce qu'il a mal. En fait, un peu comme les symptômes de l'arthrose en fait finalement. Donc ça, ces 2 premières sortes de leishmaniose, elles se traitent plus ou moins bien. Il y a un traitement qui existe, c'est un traitement qui va être à vie, qui va nécessiter des injections, des contrôles sanguins réguliers, des choses comme ça. Et après, on a la 3e forme de leishmaniose qui, elle, par contre, est vraiment mortelle pour le chien, c'est la leishmaniose rénale. Donc, en fait, ça fait une insuffisance rénale. Et là, malheureusement, pour cette forme-là, on n'a pas trop de solutions, on n'a pas trop de traitement. On est très limité niveau traitement. Et surtout, quand on s'en rend compte que le chien a une insuffisance rénale liée à la leishmaniose, c'est souvent un petit peu trop tard. Donc, voilà, c'est une maladie qui est à prendre en compte ici. Donc, en fait, elle se transmet dans tout le sud en général. Avant on disait surtout dans le pourtour méditerranéen, mais maintenant ça s'étend forcément puisqu'il fait de plus en plus chaud. Il est présent, le phlébotome, alors ça dépend des températures, hein. Mais en général, on va dire pour être large, de mai à octobre. Alors après, il est présent sur le littoral, pas trop en montagne. Il faut protéger son chien, donc il y a des antiparasitaires à mettre. Comme on peut traiter pour les puces, les tiques, il y a des traitements qui existent donc, pour traiter contre le parasite. Donc ça va être soit des pipettes à mettre sur le cou de son chien, soit un collier. En général, on conseille le Seresto ou le Scalibor, c'est les 2 qu'on conseille le plus en vétérinaire. Éviter tout ce qui est collier trouvé en animalerie, sur le commerce, enfin voilà. Le mieux, c'est d'aller voir un vétérinaire. Je sais que souvent, des fois, ça plaît pas trop de mettre des produits, on va dire chimiques, sur son chien. Il y a des personnes qui préfèrent mettre des plantes, des choses comme ça. Très clairement, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, c'est vrai que si on pouvait éviter de mettre ces produits sur le chien, on le ferait, il n'y a pas de souci. Mais les plantes, ça ne fonctionne pas correctement. Voilà, ça va peut-être fonctionner 24 heures en fonction des plantes, mais le mieux, voilà, c'est vraiment la pipette qui agit en général 1 mois, donc c'est à renouveler tous les mois. Ou le collier. Le collier, c'est quand même le plus simple parce que déjà, c'est un collier, il reste là, voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Et surtout, il agit en fonction des colliers entre 6 et 8 mois. Donc ça va vraiment protéger le chien sur toute la période estivale, quoi. Les colliers qu'on trouve chez le véto fonctionnent vraiment mieux que ceux qu'on trouve en animalerie? Oui. En fait, il faut surtout regarder le nom. Donc nous, on conseille le Seresto et le Scalibor. C'est des produits, normalement, que vous pouvez retrouver en animalerie et même sur Internet. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller l'acheter chez le vétérinaire. Souvent, c'est plus cher, donc voilà, il n'y a pas de problème. Demandez conseil quand même à un vétérinaire pour pas mettre n'importe quoi. Nous, ça nous arrive très souvent. Voilà, un chien qui a attrapé la leishmaniose ou même qui a des puces et des tiques. Et le propriétaire comprend pas parce qu'il a mis un collier et on lui demande où il a acheté ce collier. Bon, c'était dans une grande surface. Donc voilà, et puis ça a dû lui coûter 10 €, 15 €. Il n'y a pas trop de miracle en général pour que ce soit efficace. Il faut mettre un petit peu plus de budget, quoi. Ok, et la leishmaniose, il n'y a pas un espèce de vaccin ou quoi qu'on peut donner à son chien si par exemple on habite dans le sud? Alors oui, il existe le vaccin donc pour protéger de la leishmaniose. On peut le faire même si par exemple on est dans une région où il n'y a pas du tout de leishmaniose mais qu'on vient en vacances. C'est bien de s'y prendre avant du coup, donc ça dépend des vaccins, mais si on peut le faire 3 semaines, 1 mois avant, c'est bien. Comme ça on est sûr que son chien il est bien protégé. La difficulté souvent ça va être que normalement les vétérinaires, par exemple qui travaillent dans une région où il n'y a pas de leishmaniose, souvent, ils n'ont pas le vaccin en stock. Donc, ça va être des fois un petit peu compliqué pour vous de faire vacciner le chien si vous êtes dans une région où vraiment il n'y a pas de leishmaniose. Ou alors, il faut que le vétérinaire puisse se commander des doses, mais ça n'existe pas en général en une dose.
Donc le vétérinaire, il est obligé de se commander des vracs de 10 doses. Et bon, si c'est pas un vaccin qu'il fait régulièrement, ça va être un peu compliqué pour lui parce qu'il va perdre les vaccins, quoi. Si on peut pas faire le vaccin, il faut vraiment bien protéger le chien. Surtout que le vaccin, malheureusement, il n'est pas efficace à 100%. L'efficacité, là, on a un nouveau vaccin, l'efficacité, il me semble qu'elle est à 70%. Donc, en fait, le vaccin n'empêche pas les protections. L'idéal, c'est de faire les deux. Dans tous les cas, c'est vraiment une sale maladie, hein, donc si on peut tout faire contre cette maladie, c'est bien. Mais si on vient juste en vacances et qu'on a un bon antiparasitaire, ça fait le job. Oui, ça peut suffire. Oui, ça peut suffire. En plus, si on achète une pipette, donc chez un vétérinaire à mettre au niveau du cou, elle agit pendant 1 mois. Donc voilà, si on vient 2 semaines, 3 semaines, ça suffit. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres dangers? Alors, les autres dangers qu'on va retrouver, bon, ça c'est peut-être un petit peu partout en France aussi, ça va être les épillets. C'est les petites herbes voilà, en forme de pointe, là, qui se plantent un peu partout. Ça peut rentrer dans le nez du chien, ça peut rentrer dans les oreilles du chien, entre les doigts du chien. Sur les chiens qui ont beaucoup de poils, ça va rentrer entre les poils et ça va aller sous la peau et ça peut faire un abcès. C'est des herbes qu'on retrouve un peu partout en France et on les a aussi ici, malheureusement. C'est vrai qu'on en retrouve partout, même des fois dans des parcs à chiens, donc voilà, c'est un peu dérisoire voilà, de trouver cette herbe dans des parcs à chiens des fois. Mais voilà, c'est vrai qu'il y en a partout en France, donc en général les gens connaissent bien. Ce qui va être le plus embêtant quand même, c'est dans le nez. Parce que dans le nez, bon, le chien, on va le voir, il éternue de manière anormale, il est très gêné, il éternue vraiment à répétition, il est très gêné. On peut avoir des petites projections de sang aussi, ce qui n'est pas du tout dramatique. Ne foncez pas chez le vétérinaire en urgence s'il y a un petit peu de sang, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a un corps étranger dans le nez. Et ça, le problème, c'est que pour aller l'enlever, en général, il faut tranquilliser le chien. Parce que le chien ne va pas se laisser mettre quelque chose dans le nez. Il y a une petite pince exprès qu'on insère dans le nez. Voilà, le chien, il va pas se laisser faire et au contraire, il peut se blesser si jamais il bouge la tête. Donc on est obligé, nous, de tranquilliser le chien. C'est pas des grosses anesthésies, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça une tranquillisation. Mais voilà, du coup, c'est un peu plus embêtant des fois. Donc c'est vrai, si on voit cette herbe-là, il faut pas laisser son chien mettre le nez dedans parce que, voilà, le nez, c'est vraiment embêtant. Après, entre les doigts, ça peut être très embêtant aussi. C'est un peu plus gérable. Dans les oreilles aussi. Donc ça va être un chien qui va avoir la tête penchée, il va être très très gêné. Il va se gratter beaucoup, un peu les mêmes symptômes qu'une otite. Donc voilà, après en général, quand on voit que son chien est pas bien, voilà, va chez le veto. Alors oui, après par rapport à la chaleur, mais ça pareil, c'est un petit peu partout en France, le bitume, le goudron qui est très chaud la journée. Donc le test, hein, tout simplement, c'est de mettre notre main ou notre pied par terre. Si on ne tient pas, le chien, il va pas tenir non plus. Donc bon, après ça, c'est pareil que pour les coups de chaleur, faut éviter de sortir à midi, quoi. Enfin voilà, quand il fait très chaud. Parce que quand même, ça nous arrive d'avoir des chiens qui se retrouvent avec des brûlures au niveau des coussinets parce qu'ils ont marché toute la journée sur le goudron chaud et voilà. C'est vrai que si on peut éviter, c'est bien. Au niveau de la Côte d'Azur, du coup, il y a la mer, avec l'eau de mer. Sur certains chiens, il faut faire attention, ça peut faire des irritations au niveau de la peau. En fait, c'est comme nous, après l'eau de mer, il faut se rincer. Forcément, on voit, on est salé, c'est désagréable, ça peut irriter. Le chien, c'est pareil. Donc, il faut le faire au plus possible. Il faut rincer son chien si son chien est allé se baigner dans l'eau de mer. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas besoin de shampoing, mais juste rincer son chien, quoi. Voilà, c'est tout. Sinon, on peut avoir des irritations. Au niveau de ma région, on est proche de la frontière italienne. Et il faut faire attention si jamais le chien vient à s'échapper et qu'il se retrouve en Italie. Au niveau de la puce électronique, le fichier en fait d'identification des chiens, malheureusement, c'est pas un fichier européen. C'est un fichier français. Donc si le chien se retrouve en Italie, que quelqu'un trouve le chien, qu'il l'emmène chez un vétérinaire qui lit sa puce électronique, les Italiens n'ont pas accès aux coordonnées des propriétaires si la puce est française. Donc le mieux, mais souvent c'est comme ça, parce que même si on est en France, que le chien vient s'échapper en France, qu'on est un dimanche, que la personne qui trouve le chien, elle n'a pas forcément de vétérinaire ouvert, le mieux c'est d'avoir quand même ses coordonnées sur le collier du chien. Comme ça, la personne qui trouve le chien, elle vous appelle directement. Il n'y a pas besoin d'aller chez un vétérinaire, dans un refuge, à la police, parce que des fois, c'est à la police aussi qu'on emmène les chiens trouvés. Donc voilà, si je peux donner un conseil, c'est d'avoir vos coordonnées
sur le collier du chien. C'est vraiment très simple pour pouvoir recontacter le propriétaire rapidement, quoi. Les champs de lavande, c'est blindé d'abeilles, forcément. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Souvent, voilà, on aime bien faire la photo de son chien au milieu des champs de lavande. Il y a des chiens qui vont gober, qui vont forcément attraper les abeilles et forcément se faire piquer au niveau de la gueule. Donc c'est pas toujours très très grave. Ce qui est grave en fait quand on a une piqûre d'abeille, c'est que le chien fasse une réaction allergique. Et donc du coup il fasse un choc, comme nous, un choc anaphylactique. Et du coup il se met à gonfler, vraiment à gonfler de manière assez importante. Et vu que c'est au niveau de la gueule, ça peut être vite embêtant au niveau des voies respiratoires. C'est vraiment pareil que nous. La réaction, et ce qu'il faut faire, c'est l'emmener chez un vétérinaire, ou si vous avez l'habitude, si vous avez déjà prévu, il faut donner de la cortisone. C'est un dimanche et qu'il n'y a pas de vétérinaire ouvert, voilà, si vous avez de la cortisone, il faut donner de la cortisone. Appelez toujours un vétérinaire de garde pour que vous puissiez quand même avoir un vétérinaire au téléphone qui vous donne des conseils sur le dosage, voilà. Et puis sinon, allez voir un véto, et puis voilà, une petite injection, et normalement ça va mieux. Ok, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense que nos auditeurs ont vraiment toutes les clés en main pour venir visiter ce coin de la France et aussi éviter tous ces dangers. Si jamais les personnes qui nous écoutent ont des questions à te poser sur la Côte d'Azur, les dangers de ton coin ou des choses comme ça, est-ce qu'ils peuvent te retrouver quelque part ou t'envoyer un message? Oui, bien sûr, sur mon compte Instagram, je pense que c'est le plus simple. Alors, c'est Claire Alex Co. Ok, ça marche. Dans tous les cas, on mettra tout ça en description. Encore un grand merci pour ton temps et tous ces précieux conseils. Et puis, je te dis à très bientôt. Mais merci à toi et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.